Mmh. Qu'est-ce qu'on veut cacher? De quoi a-t-on peur? C'est ça la question. Et moi, je suis centrafricain, je suis citoyen centrafricain, et moi, je continue à plaider pour qu'il y ait un audit du secteur de l'or. Je suis heureux de vous retrouver après plusieurs années. Heureuse également de vous retrouver. Alors, je souhaite commencer cet entretien en vous demandant comment vous analysez les évolutions au Sahel avec ce bloc souverainiste, l'Alliance des États du Sahel, qui révèle de bonnes perspectives en ce qui concerne les défis économiques, mais qui peine à sortir du marasme sécuritaire avec son allié russe. Et c'est intéressant justement de faire le parallèle avec la Centrafrique où l'ex-Wagner Africa Corps est installé. En tant que centrafricain, considérez-vous que la République centrafricaine a servi de laboratoire pour ce modèle sahélien? Et comment jugez-vous la trajectoire de l'Alliance des États du Sahel? Merci. Je voudrais d'abord souligner que dans les trois pays évoqués, que ce soit au Mali, au Burkina ou au Niger, ce sont des coups d'État militaires qui ont renversé des régimes démocratiquement élus. Et les présidents qui étaient en place, qui ont été renversés, vous avez peut-être observé, ce sont des camarades, membres de l'international socialiste, que ce soit le président Ibrahim Boubacar Keïta au Mali, que ce soit le président Roch Christian Marc Kaboré au Burkina ou le président Mohamed Bazoum au Niger. Et Mohamed Bazoum est toujours enfermé avec son épouse dans les sous-sols de la présidence. Il faut toujours le rappeler. Donc, ce sont des régimes militaires qui sont venus renverser des systèmes démocratiques qui étaient en place par la volonté des peuples de ces pays respectifs et qui ont fait le choix de l'autorité. Et le principal argument, c'était la lutte contre l'insécurité, c'est-à-dire la critique fondamentale contre les forces de différentes coalitions, notamment occidentales, en tout cas avec une épine dorsale occidentale, sinon carrément française, l'échec a ramené la sécurité et donc a impulsé le développement. Mmh. Et comme vous savez, lorsque vous êtes dans une situation de post-coup d'État, il y a beaucoup d'enthousiasme pour dire oui, vraiment, les choses ont changé, etc. Mais force est de reconnaître aujourd'hui que ces pays sont dans une situation sécuritaire peut-être même un peu plus grave que ce qui prévalait sous les chefs d'État qui ont été renversés en arguant de ces prétextes-là, justement. Je ne le dis pas pour m'en satisfaire ou pour m'en vanter, parce que chaque homme, chaque femme qui tombe, que ce soit au Mali, que ce soit au Niger, que ce soit au Burkina, ce sont des frères et des sœurs africains qui aspirent à vivre dans la paix, la dignité, s'occuper de leur famille. Ce sont des pertes de vies humaines et on les déplore. Mais Mmh. ça montre la limite de l'exercice. C'est-à-dire troquer une souveraineté contre une autre sans aller aux causes fondamentales. La cause fondamentale de nos problèmes sont le sous-développement et la mauvaise gouvernance. Et est-ce Mmh. que les régimes qui sont en place sont exemplaires sur ce plan? Vous me permettrez d'en douter. C'est vrai Mmh. que s'agissant du départ du phénomène wagnérien, qui est quelque chose de nouveau, nouveau dans son emprise et dans son déploiement. Parce que le mercenariat existe depuis longtemps. On peut parler des Bob Denard et autres, Mmh. mais la particularité qu'il y a avec le système wagnérien, c'est que il ne se limite pas à l'appui militaire à des pays, ce qui peut être quelque part légitime, mais ces groupes de mercenaires, ont préemptent également la vie politique, préemptent également la vie médiatique, c'est-à-dire alimentent des usines de trolls, de mensonges, de désinformation, de manipulation, et puis dresser des citoyens les uns contre les autres, dresser les pays les uns contre les autres, parce que tout simplement, ils travaillent pour des intérêts que vous connaissez. Et il s'est documenté, ce n'est pas Martin Ziguini qui le dit, mais la presse internationale, des instituts, des think tanks, il y a eu beaucoup de recherches de terrain, les ONG internationales ont tous démontré que le phénomène wagnérien, avec Prigogine à sa tête au départ, s'est déployé de la République centrafricaine, effectivement, Mmh. vers le Mali, le Niger et le Burkina et peut-être d'autres pays.
qui ne sont pas aujourd'hui cités. Donc, pour me résumer, c'est un schéma qui est prétendument souverainiste, mais qui est fondamentalement dominé par les mercenaires du groupe Wagner, qui, comme je le dis, sont une entreprise multidimensionnelle. Il y a l'aspect sécuritaire, protéger les régimes, entraîner peut-être des forces, mais il y a tout l'aspect économique, c'est-à-dire la prédation sur les ressources les plus Et facilement comme vous vendables. dites, Monsieur Ziguélé, ce n'est pas nouveau. Vous avez cité le mercenariat, Bob Denard. Voilà, il y a eu du mercenariat occidental. Et quelle est votre définition du souverainisme aujourd'hui? Bon, le souverainisme, c'est l'indépendance, l'équidistance. C'est ce que moi je comprends. L'équidistance, c'est l'autonomie politique. L'équidistance envers les blocs, parce que comme vous le savez, le monde est constitué d'un bloc, l'hémisphère occidental, le bloc capitaliste, pour ne pas le dire ainsi, et puis le bloc des pays dits opposés au monde capitaliste, qui aujourd'hui sont représentés grosso modo par la Chine et la Russie. Et puis, il y a les autres pays, les pays, comme on disait à l'époque, des pays du tiers-monde, et qui aujourd'hui sont balancés entre la tentation de soutenir ou de suivre ou d'avoir comme parapluie le bloc de l'Ouest ou celui de l'Est. Mais toujours est-il que dans les deux cas, on entre dans un système ainsi où on perd sa souveraineté parce qu'on devient on devient un wagon raccroché à une locomotive qui travaille pour des intérêts qui ne sont pas forcément les nôtres. Donc la recherche Mais réelle de la vous souveraineté. étiez vous-même en poste en tant que Premier ministre. Vous avez occupé de hautes, très hautes fonctions, les plus hautes fonctions à la tête de la Centrafrique. Sur votre bilan aussi, par rapport à cette équidistance que vous prenez. Oui, mais vous savez que j'étais Premier ministre, j'étais le dernier Premier ministre du président Patassé. Et vous connaissez le président Patassé, c'est d'abord quelqu'un qui a fait un parcours élogieux en matière de lutte progressiste et anticoloniale. Et lorsqu'il était président de la République, il a voulu vraiment faire passer, non seulement dans la mentalité, mais dans la pratique quotidienne du pouvoir, le fait que les Centrafricains doivent faire confiance en eux-mêmes. Je vous rappelle que c'est lui qui a dit la célèbre phrase « On ne doit pas éternellement tendre la main de mendiant ». Cette phrase-là qui lui a valu beaucoup d'inimitié, beaucoup de critiques et beaucoup d'incompréhension parce qu'une fois de plus, nul n'est prophète en son pays. Donc, chercher à être souverain, c'est une démarche naturelle. Mais on ne peut pas parler de souveraineté, un, lorsqu'on n'a pas d'argent, deux, lorsqu'on a une économie dépendante, parce que la matrice de la souveraineté, c'est quand même l'économie, l'indépendance économique. Alors Et justement, que je sache, s'agissant, Monsieur Ziguet, justement s'agissant de l'Alliance d'État du Sahel, vous savez que les institutions internationales, le FMI notamment, saluent une résilience des pays sahéliens. oui, je n'ai pas dit que les pays de l'AES ont échoué sur tous les plans, etc., etc. Je dis tout simplement que ces pays-là ont troqué le parapluie français ou occidental contre le parapluie russe. Et non seulement ils n'ont pas l'armée russe à demeure, mais ils ont des mercenaires. Pour quelqu'un qui lutte pour sa souveraineté ou qui défend l'esprit souverain, c'est quand même une contradiction principale. Mais Alors vous avez vu que, entre souveraineté ou illusion, vous semblez opter pour l'illusion. Vous avez voilà, souvent qualifié la maintenant, présence russe dans votre maintenant, pays de nouvelles formes de colonisation. Comment se manifeste concrètement ce que certains qualifient de nouvelle colonisation, vous-même, dans votre pays? En quoi cette présence remet-elle en cause la souveraineté de la Centrafrique? ben, je vais prendre un exemple tout simple. Lorsque vous venez d'un pays, vous ne vous immersez pas dans les affaires de politique intérieure de ce pays-là. Vous ne faites pas des choix politiques par rapport à celui qui doit être élu, ne doit pas être élu, par rapport à ce que les journaux de ce pays doivent dire, par rapport à ce que les habitants de ce pays doivent aimer ou ne pas aimer en matière de relations bilatérales, internationales, multilatérales, etc., etc. On appelle ça, dans un terme simple, on appelle ça de l'ingérence. Et justement, la souveraineté a pour principe de refuser toute ingérence dans les affaires domestiques, comme disent les Anglais. Donc, l'exemple de la non-souveraineté, c'est ce que nous vivons. C'est-à-dire de permettre à une organisation qui n'est même pas un État. C'est là le problème. Qui n'est même pas un État de se doter des prérogatives d'un État et de dicter
ces quatre volontés à tout le monde, y compris dans notre pays, c'est-à-dire à nous dicter ces volontés dans notre pays, à porter des jugements de valeur sur ce qui concerne la souveraineté, la sécurité, l'économie, le fonctionnement des institutions dans notre pays. Excusez-moi, madame, cela est inacceptable. Et sur le plan économique, vous aurez remarqué que leur intervention, c'est du take and carry, c'est-à-dire aller vers les secteurs où on peut prendre, peut-être peut transformer ou ne pas transformer, vendre pour se faire du cash et donc développer une économie de traite, comme ce qui se fait depuis 300 ans. Et, et j'ai les souvenirs de mes anciennes lectures de Samir Amin, l'économiste d'origine égyptienne mais sénégalais, Samir Amin, avec la théorie du centre de la périphérie. C'est-à-dire que c'est les mêmes pratiques néocoloniales en matière d'exploitation sur le plan économique qui sont perpétuées par ces organisations-là. Donc c'est pour ça que le progressiste que je suis, je ne me fais pas, je comprends très bien le jeu. C'est-à-dire, c'est dans sa matrice, dans son essence, dans sa démarche, de manière ontologique, la démarche des mercenaires du groupe Wagner, la démarche de tout mercenaire, c'est une démarche néocoloniale, fondamentalement. Pensez-vous que les pays de l'AES font en conséquence face aux mêmes pièges que vous décrivez en République centrafricaine? Mais oui, mais Parce qu'il y a ce que quand je même dis, des accords, il y a quand même des accords de fait dans des secteurs, les secteurs énergétiques, dans les 3 pays du Sahel, avec la Russie. il faut qu'on se fasse bien Notamment la comprendre. construction de raffineries aurifères et également des projets dans le domaine du nucléaire civil. Tant mieux, tant mieux. Tout ce qui va. D'abord, il faut que je précise que je ne suis pas contre la coopération entre les pays africains et la Russie. La Russie, historiquement, pour le progressiste, encore une seconde fois que je suis, se souvient du soutien de l'URSS à l'Égypte de Gamal Abdel Nasser, y compris pendant la guerre de Suez, la première guerre. L'Égypte, l'Algérie a bénéficié du soutien sans réserve de la Russie dans sa lutte pour l'indépendance et dans sa reconstruction, y compris de son économie. La Guinée, la même chose. L'Angola, à côté de nous, a été libéré aujourd'hui grâce à l'intervention massive de la Russie et de Cuba, le Mozambique, etc., la Namibie. On peut citer plusieurs pays africains qui sont aujourd'hui indépendants et qui sont en développement en situation d'économie intermédiaire grâce au soutien de la Russie. Et c'est tant mieux si les pays du Sahel, si la République centrafricaine arrive à créer des richesses dans la coopération avec la Russie, je serai le premier à applaudir parce que mon souci à moi, c'est l'amélioration des sorts des populations de nos pays. Ce par contre que je condamne, c'est qu'un groupe de mercenaires s'arroge les prérogatives d'un État dans un autre État. Je n'accepterai pas ça. Vous savez, quand j'étais Premier ministre, j'étais le dernier Premier ministre du président Patassé, la raison fondamentale qui a fait que tout le monde a salué, enfin tous nos adversaires ont fait beaucoup de communication pour nous affaiblir politiquement et pour nous entraîner vers notre chute, c'était de dire pourquoi un État s'est allié aux rebelles du MLC de Jean-Pierre Bemba. Donc, je répète la même chose que les gens disaient il y a 30 ans. Pourquoi des pays qui sont souverains éprouvent le besoin de s'allier à des groupes de rebelles, de mercenaires et qui ne s'en tiennent pas seulement à la question sécuritaire, mais s'immiscent dans les questions économiques. Alors justement, s'agissant de la Centrafrique, que se passe-t-il concrètement au niveau des ressources, des richesses du pays? Est-ce que ces richesses s'évadent? Où en est la quel bilan faites-vous de la transformation locale justement des ressources minières et de la Centrafrique? C'est une promesse notamment du président Faustin Archange Touadéra. Sur cette question-là, quelles sont vos observations? Quel est le constat? Mes observations, je ne dirais pas quelque chose d'extraordinaire ou de nouveau. Toutes
l'activité économique des mercenaires est documentée, publiée, commentée, comme je l'ai dit, par toutes les personnes intéressées à ce problème-là, que ce soit les chancelleries, que ce soit les ONG, que ce soit même la presse centrafricaine. On cite régulièrement des emprises minières gérées par le groupe Wagner et naturellement, tout le monde se pose la question, si ces entreprises-là sont régulièrement constituées, payent des impôts à l'État, payent des impôts sur les dividendes, sur leurs résultats, etc., etc., personne n'aurait à redire, emploi des Centrafricains en respectant les codes de travail, etc. C'est un investisseur, ce serait des investisseurs comme d'autres. Sauf que parler de ce problème déjà crée toute une réaction négative. Pourquoi? Pourquoi ces comment dirais-je, comme on dit habituellement, pourquoi deux poids, deux mesures? Une entreprise, c'est de l'activité génératrice de revenus. C'est une personne morale qui doit payer ses impôts, payer ses taxes. C'est une entreprise qui doit payer ses salariés, cotiser pour leur retraite, pour leur sécurité sociale. Une entreprise, c'est une personne morale comme toute autre. Et les règles de la concurrence dans une économie libérale veulent que les règles soient les mêmes pour tous. Mais pourquoi juste poser la question pour une catégorie d'entreprises développée par une catégorie d'entrepreneurs deviendrait un casus belli, un problème qu'il ne faut pas toucher. Qu'est-ce qu'on veut cacher? De quoi a-t-on peur? C'est ça la question. Et moi, je suis centrafricain, je suis citoyen centrafricain, et moi, je continue à plaider pour qu'il y ait un audit du secteur de l'or, comme la Banque mondiale l'a recommandé récemment dans son rapport, de l'audit du secteur des forêts, pour que il y ait tout simplement l'égalité devant la loi, devant la concurrence et devant le fisc. Donc, ce que vous dites, c'est qu'il y a une omerta dans le secteur, sur le secteur minier, dans le secteur aurifère, et sciemment, c'est ce que vous dites. Non, ben, écoutez, comment vous pouvez expliquer qu'il y a des entreprises dans le secteur de l'or, du diamant ou des forêts ou dans le secteur commercial, etc., qui sont obligés de constituer en société, de se faire immatriculer à la chambre de commerce, de payer des impôts, de payer des taxes, de payer son personnel conformément aux conventions collectives, de cotiser à la sécurité sociale et qui d'autres, lorsque vous posez la question, ça devient un casus belli. D'où viendrait cette situation? Déception. Ça ne peut provenir que de la volonté politique et des couvertures politiques. Et moi, en tant que citoyen, je dénonce cela et je n'accepterai pas cela et je continuerai à réclamer l'égalité de traitement vis-à-vis de toutes les entreprises qui exploitent des richesses dans notre pays, la même transparence, le même effort fiscal, parce que les attentes des Centrafricains sont très grandes. Alors, juste pour préciser vos propos, quelles sont les entreprises vous me permettez quelles sont les entreprises dont vous parlez justement sur lesquelles il n'est pas possible d'enquêter et d'avoir des informations? Mais dans le secteur de l'or, tout le monde parle de Ndashima, tout le monde parle pas seulement de Ndashima, mais tout le monde parle aussi d'autres sociétés minières qui seraient en fait en situation irrégulière, mais qui auraient des couvertures. Et c'est pour ça que, pour mettre fin à cette opacité. Ce sont des sociétés russes. C'est des sociétés, en tout cas, gérées par des intérêts liés soit à la Russie, soit au groupe Wagner, selon les informations, les rapports, ce que dit la presse, etc. C'est pour ça que nous demandons un audit. À quoi sert un audit? Est-ce que vous avez reçu un avis favorable par rapport à cet audit ou une fin de non-recevoir? Mais nous continuons à plaider pour cet audit-là. Nous n'avons pas encore de réponse, mais nous voulons cet audit parce que si, par hasard, et je le souhaite, ces informations-là ne sont pas fondées, l'audit permettra de l'établir. Mais si ces informations sont fondées, c'est que ces zones de non-droit soient supprimées. Donc, on ne peut pas parler de bonne gouvernance sans transparence.
Alors, pour terminer sur l'Alliance États du Sahel, ce qu'on observe, c'est que le retrait de l'AES, de la CEDEAO, redessine un peu la carte géopolitique en Afrique de l'Ouest. Comment analysez-vous les récentes initiatives de rapprochement entre les pays sahéliens et leurs voisins ouest-africains, notamment la main tendue toute récente du représentant en chef de la Confédération des États du Sahel, Ibrahim Traoré, main tendue à la CEDEAO, mais aussi aux partenaires internationaux? Moi, je salue et j'encourage ces initiatives parce qu'on ne peut pas être panafricain, on ne peut pas avoir le panafricanisme comme ossature du discours officiel et puis se fermer à son voisin ou à ses voisins. Je pense que l'environnement naturel des États de l'AES, c'est la CEDEAO. Et je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de problème interne à l'organisation, des problèmes qui peuvent justifier, je veux dire, la colère ou les réserves des populations de ces trois pays, ou plutôt des autorités de ces trois pays. Mais à mon avis, cela ne doit pas aller jusqu'à la rupture. Et vous savez que quelqu'un disait que la géographie, ça sert d'abord à faire la guerre, mais la géographie, ça sert d'abord à faire la paix. Et la géographie est un élément essentiel des relations de voisinage d'un pays, de la diplomatie d'un pays. S'il y a un élément qu'on ne peut pas changer dans la situation d'un pays, c'est bien sa géographie. On aura toujours les voisins qui sont déjà là. Et qu'on le veuille ou pas, quel que soit le niveau des mésententes, il faut toujours mettre en œuvre des politiques de bon voisinage. Et donc, je pense que... Mais est-ce qu'à votre avis, ce revirement, qu'il vienne du côté des pays ouest-africains ou des pays sahéliens, c'est le signe aussi d'une prise de conscience de la part des dirigeants de l'Alliance États du Sahel que le partenariat avec la Russie, mais aussi les autres partenariats internationaux, que ce soit avec la Turquie, la Chine, les pays du Golfe, ne sont pas suffisants? Je crois que les États ne diront jamais que si nous revenons à une situation d'équilibre avec nos anciens partenaires qu'on a lâchés entre-temps, c'est parce qu'avec les nouveaux, c'est pas suffisant. C'est comme si on sautait d'un foyer à un autre. Donc, mais naturellement, si des pays qui ont mis tant d'énergie, y compris d'énergie négative, à se séparer des uns des autres, aujourd'hui éprouvent le besoin de repartir en sens inverse, c'est une reconnaissance, à mon avis, implicite que l'équilibre dans les relations internationales est un facteur de progrès. Donc, il n'y a aucun bloc qui n'a que des avantages, il n'y en a aucun qui n'a que des inconvénients. Et le père fondateur de la notion de non-alignement, je pense à Soué Carnot, je pense à tous ceux qui sont réunis, Nasser, Gandhi, qui sont réunis à Bandung en 1953 pour lancer le mouvement des non-alignés. C'est des personnes qui ont observé le fonctionnement du monde. C'est des personnes de grande culture et de grande pratique politique et de lutte anticoloniale. Et ils ont compris que il ne faut pas s'arrêter aux mots, il ne faut pas s'arrêter au discours, il ne faut pas s'arrêter à ce que nous voyons, comme on dit dans le mythe de la caverne de Platon, parce que entre l'apparence et la réalité, il y a un grand monde. Donc, le monde est ce qu'il est. Et ceux qui forment les blocs protègent d'abord leurs intérêts. Et l'intelligence de tout pays en voie de développement, c'est de jouer sur ces deux tableaux-là pour se construire, se développer et se consolider. Mais par contre, ce que je sais, c'est que l'opposition, depuis 2021, depuis 2022, nous demandons un dialogue politique pour essayer de faire en sorte que qu'il y ait un partage de vision sur les grandes questions qui concernent notre pays. Cela nous a été régulièrement refusé avec dédain, refusé avec mépris, refusé pratiquement même avec des injures.